Diffamation, sexto, remarques désobligeantes sur les réseaux sociaux, des milliers d'adolescents en Europe sont tourmentés par des cybertyrans. Beaucoup de victimes tombent en dépression et parfois, dans le pire des cas, attendent à leur vie. Alors que plus de 90% des jeunes Européens utilisent régulièrement Internet, fait-on assez pour protéger nos enfants sur le net? Un reportage de Paul Hackett. C'est un endroit que les jeunes utilisent pour échapper au regard de leurs parents. Mais que se passe-t-il quand l'atmosphère du terrain de jeu qui est Internet tourne au vinaigre ? Tout a démarré très vite. C'est devenu très vite dangereux, je ne savais même pas qui étaient ces gens. À l'âge de 12 ans, Georgia a été inondée de messages désobligeants par ses camarades de classe. Une pétition haineuse à son encontre a même été organisée en ligne sur le site social Bibo. La situation est devenue tellement intenable que Georgia a tenté de se pendre. Avec le cyberharcèlement, tout est devenu dangereux autour de moi. Je ne pouvais plus faire un pas dans ma maison, me sentir en sécurité. Je ne pouvais pas m'asseoir avec ma famille, dîner avec elle, sans être terrifiée à l'idée que mon téléphone sonne et que je reçoive un message blessant. Je me suis sentie comme prise au piège dans ma maison. Contrairement au harcèlement plus traditionnel, beaucoup de victimes disent qu'avec le cyberespace, il est pratiquement impossible d'échapper à ses bourreaux. Si vous êtes harcelé sur un terrain de jeu, après vous pouvez rentrer chez vous et quand vous êtes chez vous, vous êtes à l'abri. Mais le cyberharcèlement vous suit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est là constamment. La surveillance parentale est considérée comme l'un des meilleurs moyens pour protéger les jeunes qui vont sur Internet. Mais comme beaucoup d'adolescents, Georgia n'a pas dit un mot à ses parents. Je n'ai rien dit quand j'étais harcelée. Je ne voulais pas imposer mon stress aux autres. Je me suis dit que c'était mon problème. Je devais le résoudre par moi-même, sans en parler aux autres. Cette réticence parmi les victimes de parler à leurs parents et souffrir en silence est loin d'être unique. Des études récentes suggèrent que 6% des jeunes entre 9 et 16 ans ont déjà reçu des messages blessants à un moment ou à un autre. Mais le plus préoccupant est que les parents n'ont absolument aucune idée de ce qui est en train d'arriver à leur enfant. Un effarant 56%. Scott Freeman est à l'origine de la fondation Cybersmile au Royaume-Uni. Sa fille a été martyrisée par des cyberharceleurs et cette fondation est destinée à sensibiliser les gens à ce problème tragique. Elle a dû déménager à l'autre bout du pays pour retrouver sa tranquillité. Malgré cela, Scott Freeman assure que la censure des médias sociaux n'est pas la réponse. Je pense que les gens ont peur du cyberharcèlement. C'est quelque chose que l'on ne peut quantifier, qu'on ne peut contenir et contrôler. Et c'est ça l'important. Les gens doivent juste accepter que c'est un problème de comportement et que nous devons éduquer et sensibiliser. C'est une question d'éducation. D'éducation pour les parents, d'éducation pour les enfants et d'éducation pour les cyberharceleurs eux-mêmes qui souvent ne mesurent pas ce qu'ils font. Le plus important, si vous êtes harcelé ou si vous pensez l'être, c'est de s'asseoir, d'en parler à quelqu'un. Parce que moi, je ne l'ai pas fait, ça a failli me coûter la vie. Pour les parents, il faut qu'ils sachent ce qui se passe dans la vie sociale en ligne de leur enfant. Ils doivent connaître leurs amis, savoir de quoi ils discutent, tout en leur laissant une certaine liberté. Avec moi pour discuter plus amplement de ce problème, Neil Colley, directeur de l'association britannique Beat Bullying, et Janice Richardson du réseau InSafe qui coordonne des centres d'aide dans une trentaine de pays européens. Merci d'être avec nous dans On the Frontline. Niall, je voudrais commencer par vous. Nous avons entendu l'histoire de Georgia et c'est certainement le cauchemar de tous les parents. Comment une situation peut-elle dégénérer à un point où l'enfant en arrive à vouloir mourir ? Les jeunes ne veulent pas forcément demander de l'aide à un adulte ou à une figure parentale parce qu'ils ne souhaitent pas, comme dans le cas de Georgia, ils ne souhaitent pas accabler leurs parents ou leur famille, mais aussi parce qu'ils ne veulent pas faire preuve de faiblesse. Et ce, plus particulièrement si le problème, si le type de harcèlement dont ils sont victimes est particulièrement difficile à faire face, comme pour le harcèlement homophobe. Ils ne veulent pas éveiller la suspicion, même s'ils sont à un âge où ils peuvent s'occuper de ça par eux-mêmes. Alors ils se referment sur eux, ils ne demandent pas d'aide et ils finissent par souffrir complètement seuls. Mais ne pensez-vous pas qu'il est dommage de ne parler que du harcèlement? Parce qu'en fait, cela se produit très tôt. Nous avons entendu quelqu'un parler de l'impact
l'importance de l'éducation. Et je pense que l'apprentissage social et émotionnel, dont on commence tout juste à parler, est en fait très important, dès l'âge de 2 ou 3 ans. Donc vous pensez qu'on pourrait stopper le cyberharcèlement à la racine, que les enfants n'en arriveraient jamais là? Je le pense. N'est-ce pas dans la nature humaine? Il est dans la nature humaine de se moquer les uns les autres, mais il faut réfléchir à la définition même du harcèlement. C'est répétitif, c'est un jeu de pouvoir. Et si une jeune personne est capable d'apprendre émotionnellement et socialement comment réagir, alors on n'en arrive pas au point du harcèlement. C'est pourquoi nous pensons qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Et du coup, pourquoi se concentrer uniquement sur le harcèlement qui n'est finalement que le résultat de quelque chose qui s'est passé auparavant? Si mes enfants sont harcelés, pourquoi ne pas simplement leur enlever leur téléphone mobile et restreindre leur accès à Internet? Parce que vous ne feriez que punir un enfant qui souffre déjà suffisamment et que vous l'empêcheriez d'avoir le support de ses amis, ce qui est important. Mais bon, je ne m'en remettrai pas à ses amis pour régler le harcèlement. Nous avons mené des études dans 30 pays et ce que nous avons remarqué, c'est que si les jeunes travaillent ensemble, même à l'âge de 4 ou 5 ans, ils peuvent se soutenir mutuellement et ne pas tomber dans le harcèlement. À un niveau fondamental, on peut réduire le harcèlement si l'on intervient et si l'on éduque les jeunes très tôt. Mais avant d'en arriver là, il reste important d'identifier quand le harcèlement a lieu, pour envoyer les jeunes vers des services spécialisés et disponibles immédiatement. Et si cela veut dire que l'on doit parler du problème, que l'on doit lui tirer les vers du nez, eh bien malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut faire. Beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux, sur Internet, et Facebook est le plus important de ces sites. Nous avons invité les dirigeants de Facebook à participer à notre émission. Personne ne pouvait être présent, mais ils nous ont fait parvenir ce message. Chez Facebook, nous prenons très au sérieux les problèmes de sécurité et nous avons travaillé dur pendant des années pour développer des règles claires et des outils permettant aux gens de facilement dire ce qui les dérange. Ils poursuivent en expliquant que, malheureusement, il existera toujours un nombre de personnes malveillantes dont le but est de nuire aux autres, que ce soit en ligne ou hors ligne. Ils ont raison sur un point, si on cherche à qui la faute, à qui incombe la responsabilité, à eux ou aux particuliers? Eh bien, la responsabilité du harcèlement devrait toujours être partagée. Toutefois, le plus important, c'est le comportement. Et si on change avec succès le comportement des jeunes, alors Facebook n'aura plus besoin d'outils de rapport. Facebook n'aura pas à intervenir toujours plus vite pour enlever le contenu inapproprié et toutes ces choses qu'il n'arrive pas à faire actuellement. Mais avant d'en arriver là, parce que nous n'en sommes pas là, Facebook ne parvient pas à protéger la sécurité de ses jeunes utilisateurs. Je ne suis pas vraiment d'accord avec cette analyse, car les jeunes sont sur Facebook, ils sont sur les réseaux sociaux, et c'est là qu'ils se retrouvent. Mais s'il n'y avait pas tous ces outils, tous ces réseaux, les jeunes perdraient beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, je pense que les grosses compagnies, y compris Facebook, prennent tout ça très au sérieux. De notre point de vue, nous estimons que Facebook est assez nettement à la traîne par rapport aux autres grands du secteur. Et ce pour la simple raison que Facebook dit avoir une politique pour confirmer l'identité de ses utilisateurs. Pourtant, je sais que je peux, et vous pouvez aussi, aller sur Facebook après cette émission et créer un profil anonyme. Et tant que Facebook n'aura pas rendu cela impossible, eh bien Facebook ne sera pas un endroit sûr pour des enfants vulnérables. Si vous lisez leur contrat d'utilisation, c'est vraiment un élément sur lequel Facebook insiste. Les gens ne devraient pas... C'est peut-être leur politique, mais ce n'est pas leur pratique. Ne pensez-vous pas qu'on devrait pousser les gens à lire les conditions d'utilisation? Je pense qu'il ne faut pas blâmer les outils. Nous avons vu que l'Union européenne et les États-Unis ont lancé l'Alliance globale. Il s'agit principalement d'aider les enfants impliqués dans des situations d'abus et de harcèlement en ligne. Y a-t-il vraiment un suivi international de la situation? Eh bien, l'Alliance n'est pas seulement là pour venir en aide aux enfants victimes d'abus. L'Alliance a aussi une 4e facette qui est de sensibiliser les jeunes qui mettent des images dénudées d'eux en ligne. Lyle, les enfants savent-ils que les images d'eux qu'ils mettent en ligne, des images parfois compromettantes, ne peuvent être effacées?
Certaines personnes savent parfaitement que les commentaires qu'ils font et les photos qu'ils mettent en ligne ou qui sont taguées sont potentiellement permanentes, parce que même si elles sont effacées, il suffit que quelqu'un ait fait une capture d'écran, et alors ils perdent le contrôle. Il est difficile de dire si les enfants en sont conscients, certains le sont, d'autres non, et essayer de standardiser cette compréhension requiert un important travail, et c'est ce à quoi nous travaillons. Je voudrais, de votre part, en 2 mots, des conseils pour les parents et les enfants. Parents, parlez à vos enfants. Dès le départ, partagez vos activités en ligne. Parce que pour les jeunes aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre la vie réelle et la vie en ligne. C'est un ensemble. Et puis, je dirais, il y a de nombreuses organisations pour venir en aide. Alors, dès qu'un problème survient, faites appel à elles, de manière à ce que la situation ne s'envenime pas et tourne pas au harcèlement, au sexting ou quelque chose de similaire. Je suis absolument d'accord, c'est un conseil très juste. Les parents ne doivent pas punir leurs enfants, mais ils doivent surveiller, en revanche, leur comportement en ligne. Et pour les plus jeunes, ils doivent se rappeler qu'être spectateur d'une situation de harcèlement fait d'eux des complices. Même si vous pensez que c'est marrant, même si vous encouragez quelqu'un parce qu'il est drôle, eh bien ce n'est pas une bonne façon de se comporter. Cela contribue au harcèlement, ce qui peut avoir des conséquences exponentielles pour la personne qui subit ce comportement. Merci beaucoup à tous deux. On estime qu'au moins 15% des 11-16 ans en Europe ont déjà reçu un sexto, c'est-à-dire un message sexuellement explicite, qui peut comporter des images tout aussi explicites. Dites-nous ce que vous pensez de ce problème. Contactez-nous sur les réseaux sociaux. On the Frontline revient le mois prochain.